Ça marche, ça fonctionne. Bonjour, bonjour. Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. On va commencer une nouvelle table ronde pour débuter l'après-midi. Avant juste de commencer, on va passer un petit film assez rapide justement sur l'Afrique. Donc on va mettre en image un peu ce qui se dit et ce qui va se dire encore cet après-midi. À tout de suite. Se former à l'Afrique, apprendre de l'Afrique. On prend souvent l'exemple des nouvelles technologies pour montrer effectivement que l'Afrique innove. Il n'y a pas que dans ce domaine-là. L'Afrique est un laboratoire de cette Afrique en pleine ébullition, en pleine transition, où tout reste à faire, à construire. L'Afrique innove, invente ses propres modèles via les nouvelles technologies notamment, des modèles économiques, écologiques, sociaux, culturels, de construction des villes de demain aussi. On voit même apparaître des smart cities en matière d'entrepreneuriat, avec de nouvelles façons d'entreprendre, de faire des affaires, de nouvelles aussi façons dans l'espace politique de participer à la vie de la cité. En somme, l'Afrique remet en question les schémas classiques. Que peut-on apprendre de l'Afrique? C'est le thème de cet échange. Et pour cela, nous allons accueillir Jean-Joseph Boileau, agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Il a notamment enseigné à l'École normale supérieure. Il est spécialiste de l'Afrique, mais également de l'Asie. C'est assez intéressant. Il est auteur de plusieurs livres, dont L'Afrique pour les nuls, que je vous recommande, qui est coécrit avec Rahman Idrissa. Et il est actuellement conseiller au Centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. Monsieur Mamadou Koulibaly, qui nous vient du Mali, qui est fils de fonctionnaire de l'État colonial français, mais qui lui est entrepreneur. Nous avons fait la même université, Jussieu, pas dans le même domaine. Il a décroché un diplôme universitaire en sciences et structures de la matière, puis l'école spéciale aéronautique, avant de fréquenter l'école supérieure de l'automobile du Mans. Il a débuté sa carrière en France avant d'aller travailler aux États-Unis, où il a commencé à créer des entreprises. Et naturellement, quand il est rentré au pays, il a continué, en commençant par vendre des voitures d'occasion, puis des magnétoscopes, entre-temps l'audiovisuel. Bref, aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe extrêmement diversifié, le groupe Clédu. Et c'est tout naturellement qu'il a été élu à la tête du Conseil national du patronat malien en octobre 2015. Monsieur Tami Gorfi, président fondateur de l'ESCA, une école de management qui a plusieurs fois été primée, qui nous vient du Maroc, qui est aussi à l'origine de la première émission de télévision marocaine dédiée au monde de l'entreprise. Il est conseiller auprès de plusieurs institutions dans des domaines stratégiques au Maroc et dans la région MENA. Et surtout, il anime un certain nombre de débats, mais il est plus important au Maroc, avec un talent et un naturel que personnellement je lui envie. Il nous dira tout à l'heure si c'est plus facile d'être intervenant ou modérateur. Et Firmin Matoko, qui est diplômé en sciences politiques et relations internationales de l'université Cesare Alfieri de Florence. Désolée, mes cours d'italien sont un petit peu loin. Des autres études internationales du Centre d'études stratégiques et diplomatiques de Paris. Il a été directeur du bureau de liaison de l'UNESCO avec l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, ainsi que représentant de l'UNESCO en Éthiopie. Bref, l'UNESCO, c'est son foyer, il va nous en parler. Surtout, il est sous-directeur général du département Afrique de l'UNESCO et c'est un groupe dont il est très fier. Il va nous dire pourquoi dans quelques instants.
m'asseoir. Et on va commencer avec vous, Monsieur Boileau. Tombe bien, vous êtes près de moi. Alors, vous avez déclaré dans une interview il n'y a pas très longtemps, le moment africain est là. Je vous disais tout à l'heure de manière anecdotique, il y a eu un tube qui a très bien circulé en Afrique francophone il y a quelques années, de Magic System, et c'était « C'est le moment ». Alors, est-ce que c'est le moment de l'Afrique? Je peux vous l'emprunter? Bon. Oui, c'est le moment, et je le dis en toute connaissance de cause. Comme vous l'avez dit, je suis plutôt un spécialiste de l'Asie. Et c'est plutôt pendant 30 ans en Asie que je vais travailler, en Chine, en 80, où personne ne croyait à l'émergence de la Chine. Il faut mettre les points sur les i. Quand vous lisez les articles, y compris de la presse financière et économique, en 1980-82, avec Françoise Lemoine, on fait une série d'articles dans la Tribune à l'époque, ça s'appelait la Tribune de l'expansion. Mais personne n'accroche à cette idée-là, en 80, milieu des années 80. Ensuite, l'Inde, quand dans les années 80, même chose, on parle du... On sent, on peut rien, quand on travaille en prospective, ce qui est mon cas, on a des intuitions et on les teste. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'on dit, voilà, l'Inde se positionne comme un géant dans les 40 ans à venir, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, tout le monde continue de vous sortir les castes, la misère de masse, etc. Alors, je ne dis pas que c'est la superpuissance comme la Chine aujourd'hui, parce qu'elle va moins vite, mais enfin, c'est un bateau gigantesque, c'est évident, gigantesque, c'est le 3e PIB du monde. Alors, je suis arrivé en Afrique avec mes amis chinois et indiens. C'est eux qui m'ont apporté vers l'Afrique. Je ne voulais pas trop, pour des raisons liées au passé colonial français, etc., travailler sur l'Afrique. Et puis, c'est eux qui m'ont amené. C'est même une boîte indienne qui m'a demandé de l'aider à faire un peu de la prospective sur l'Afrique. C'était en 2002. On commençait à parler du décollage de l'Afrique, ou plus exactement la sortie de la décennie noire de l'Afrique, les débuts des années 2000. Et qu'est-ce que je découvre en allant, comme souvent je fais, j'ai plutôt un sac à dos et je vais à droite, à gauche. Les chiffres, on les connaît. Le blabla, tout le monde les connaît. Vous avez les rapports annuels du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Tous ces rapports, on les a. Ce qu'on n'a pas, et ce dont on a besoin quand on fait de la prospective, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de comprendre quel est le modèle avec lequel ils voient l'avenir. Parce que ce que j'ai appris en Chine et en Inde, c'est que pour prévoir, pour comprendre en tout cas comment se profile l'avenir, c'est les modèles qu'il y a implicitement dans la tête des gens qui vont, by and large, se réaliser, même s'il faut des conditions. Et c'est le moment de l'Afrique parce que, pour une raison simple, par soustraction, ne serait-ce que cela. C'est la fin du moment chinois, très nettement. Quand je vais, bon, j'ai une fille qui est mariée, qui vit à Shanghai, je peux vous dire, d'année en année, quand j'y vais, je vois ce que c'est que le papy-crack. La Chine est dans la phase du papy-crack. Ce pays est sorti de la trajectoire de décollage. Je suis optimiste au sens où je pense qu'ils vont maîtriser leur atterrissage. Je ne crois pas en une immense crise financière, la disparition de la Chine, etc. Mais c'est la fin du décollage. L'Inde, elle suit son chemin graduel. Et je pense qu'elle va continuer de nous impressionner. Mais vous voyez, le taux de natalité en Inde est de 1,3%. En Afrique, il est encore de 3%. L'Inde est dans la situation où elle va continuer graduellement son essor, mais elle n'est pas 3e continent sur la planète, dans la situation de l'Afrique, où on parle beaucoup d'innovation, d'entrepreneurs, mais vous savez comme moi, pour 90%, ce qui détermine un entrepreneur, ce sont les dures lois de la nécessité. Je ne suis pas entrepreneur par plaisir. Je suis entrepreneur parce que j'ai un couteau dans le dos et qu'il faut que tous les jours, tous les matins, je réponde aux défis qui se posent. Et je voulais terminer cette longue introduction pour dire ma dernière mission, c'est en Centrafrique. J'y passe 3 semaines. On est en train d'essayer de concevoir le système d'innovation Jugaad, ce qu'on appelle en Inde, c'est-à-dire l'innovation simple, pour tous, par tous, et je reviens avec ce titre qui a un peu choqué, mais même les États faillis ont un avenir. La Centrafrique, qui donne l'impression d'être le pays, la situation la plus difficile, vous avez des dizaines de milliers d'entrepreneurs. Andropov et Massé développent personne ne connaît bien sûr, mais développent des milliers d'hectares il a monté des systèmes de coopératives de production qui marchent du tonnerre de feu. Vous avez des Libanais qui sont installés, et on n'en parle jamais, mais
ils ont développé la plus grande innovation que j'ai jamais vue en Afrique, c'est le système des petits yaourts qui font fureur au Japon. Et il a sa propre usine maintenant. Troisième exemple que je peux citer, c'est la microfinance. Joël Moyeyege, personne ne connaît, c'est normal. Eh bien, il fait tourner cette banque de microfinance qui a des milliers de clients en Centrafrique. Et je pourrais continuer comme cela pour dire, nous ne regardons que les guerres. Ce que nous ne voyons pas, c'est le dessous. Hein, c'est cette mer, cet océan qui progressivement répond aux défis parce qu'il faut manger, parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut faire travailler il faut travailler, il faut faire vivre la famille. Donc je crois qu'on est dans le moment de l'Afrique, et on y reviendra. Ça tombe au moment où le 21e siècle se construit, et donc j'y peux rien. Avec mon co-auteur, Raman Idrissa, nous terminons en disant l'Afrique va construire le monde du 21e siècle. C'est cette problématique-là qu'il faut qu'on regarde bien. Parce que l'Europe tombe, parce que les États-Unis, vous voyez, c'est un continent. Ça y est, c'est fini, on s'est développé, on est riche. Le seul continent qui arrive aujourd'hui avec une puissance majeure, il arrive au moment où le 21e siècle va devoir construire l'avenir de l'humanité. On parle souvent des nouvelles technologies, etc., parce que l'Afrique arrive au moment des 4 grandes révolutions, qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et ce qu'on appelle le knowledge revolution. Eh bien, cette Afrique va s'emparer de ces 4 révolutions. Elle va donc construire le monde du 21e siècle. C'est pour ça que ça m'intéresse de suivre de près ce qui s'y fait, que je trouve fantastique, des événements de ce type-là. On va voir ce qui s'y fait, notamment par des pays dont on ne parle pas assez aussi de la guerre, c'est du Mali. Donc, monsieur Koulibaly, vous, l'entrepreneuriat, vous l'aviez vraiment dans le sang. Pourtant, vous êtes fils de fonctionnaire. Vous auriez pu choisir un peu la voie, voilà, comme ça a été beaucoup le cas, pour une certaine génération. C'était la voie des parents. Vous, non, c'était vraiment l'entrepreneuriat. Et comme je disais, vous avez eu ce talent qu'ont souvent les entrepreneurs, c'est de saisir les opportunités dès qu'elles se présentaient, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un groupe extrêmement diversifié. Effectivement, merci beaucoup. Je remercie d'abord les organisateurs de ce forum et féliciter celles et ceux qui ont permis de rehausser le niveau de ce débat et qui se sont déplacés de l'Afrique pour venir écouter, apprendre. Ceci dit, je pense que je vais pouvoir choquer pas mal de personnes parmi vous ici, présents, parce qu'il faut qu'on sorte des clichés qu'on colle à l'Afrique. Start-upper, machin. Je ne comprends rien de ces termes-là. C'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. Start-upper, qu'est-ce que cela veut dire? Personne ne pourra. Mais c'est des projets que les jeunes ont, qu'on essaye de faire croire aux Africains qu'il faut passer par les start-upers pour faire quelque chose dans la vie. Tout le monde ne peut pas être investisseur. Tout le monde ne peut pas être créatif et innovant. Aujourd'hui, c'est l'ère du temps. Il faut être créatif, il faut être innovant. On ne va plus rien créer dans ce monde. Depuis l'Antiquité, tout a été créé. Depuis la brouillette qui s'est transformée aujourd'hui en fusée interplanétaire. On a fait la brouillette, il y avait quoi? 2 manches, 2 machins. Après, on a fait quoi? Les charrettes tirées par la traction musculaire. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le charbon, l'électricité, le moteur à explosion. Aujourd'hui, c'est le cerveau moteur qu'on a mis là-dessus. Donc, pour dire que tout le monde va être investisseur, tout le monde va créer son entreprise, c'est faux. Quand on prend un espace géographique bien déterminé, les statistiques ont montré que c'est 1% de la population qui est prêt à investir, qui est prêt à risquer son capital. Tout le monde n'est pas fait pour risquer ses économies dans une activité bien donnée. Ceci dit, ces clichés sur l'Afrique, que
l'Afrique aujourd'hui, il faut des solutions alternatives. Il n'y a pas de solution alternative en Afrique. Nous sommes en compétition avec le monde entier. Nous sommes en compétition entre nous-mêmes, Sénégalais, Maliens, Sénégalais, Ivoiriens. Il faut produire de la même manière. Et nous sommes en compétition avec les Asiatiques, avec l'Europe, avec l'Amérique. Ils produisent, on doit produire de la même manière pour qu'on soit compétitif. C'est quoi? C'est l'outil technologique, c'est l'outil numérique. Ils produisent avec des instruments, avec des outils qui sont bourrés de technologie. Il faudrait que nous aussi, en Afrique, on doit produire avec l'outil numérique si on veut être compétitif aujourd'hui. Et cela est nécessaire. Sinon, on ne serait jamais compétitif par rapport à une entreprise américaine. Moi, je n'ai pas peur d'affronter sur mon propre territoire une société américaine qui doit faire des milliers de kilomètres pour venir vendre chez moi au Mali. Moi, je produis des fils à base de coton qu'on arrive à tisser extrêmement fin. Si on touche, si vous n'avez pas un appareil pour détecter que c'est du coton, vous allez dire que c'est de la soie. C'est dû à quoi? C'est la technologie. Il faudrait que les Africains apprennent à se dire qu'il n'y a pas de solution alternative. Il faut produire comme tout le monde. L'outil numérique, bourré de technologie, avec tout ce qu'il faut pour minimiser le coût de production. Nous sommes dans un changement d'époque. Nous sommes dans l'ère numérique. Toujours, par exemple, hier dans la salle ici, quelqu'un disait, pour sortir de l'Afrique de Sahara, les retraités qui sont en France, il faut adapter l'éducation, il faut qu'on ait des ouvriers spécialisés. Moi, je n'ai pas besoin d'ouvriers spécialisés pour produire. Mon cerveau est connecté à un cerveau beaucoup plus large. Les cerveaux moteurs qui sont sur ma machine. L'intelligence artificielle, il faut qu'on l'utilise. Et c'est cette intelligence artificielle qui me permet de faire le bon technologique et de ne pas avoir besoin d'ouvriers spécialisés en Europe pour venir m'apprendre ce que je dois faire. On parle très souvent aussi d'une éducation adaptée. Je regrette, aucun pays au monde aujourd'hui ne maîtrise l'éducation adaptée au problème de l'emploi et de l'entreprise. Chaque entreprise est différente de l'un des autres. C'est comme un visage humain. Vous ne trouverez jamais une entreprise qui se ressemble textuellement, produire de la même manière. Moi, aujourd'hui, si je produis en Afrique, j'ai besoin de machines, je ne dis pas moins performants, moins rapides, mais très performants. Parce que mon marché ne me permet pas de produire des quantités et absorber. Je m'occupe du marché national d'abord. Et le marché international suivra plus tard, suivant le packaging et autres que je dois faire pour pouvoir vendre en France, en Europe et aux États-Unis. Alors justement, Monsieur Coulibaly, je me permets de vous interrompre sur la question de la formation, puisque c'est un peu le domaine de votre voisin. Tami. Je vais prendre celui-là. Je me permets de vous tendre la perche, effectivement, parce qu'avec l'ESCA, c'est ce que vous faites. Oui, merci. Moi, je voudrais remercier Agip et le MEDEF de cette invitation. Et je suis très heureux d'entendre M. Coulibaly parce que, d'abord, nous, en tant qu'institution d'éducation, je vais le dire rapidement pour revenir au contexte du thème, se former à l'Afrique et apprendre de l'Afrique. Nous avons décidé, alors évidemment, nous sommes à Casablanca, comme on dit dans notre jargon, single campus, exclusivement dans la ville de Casablanca, qui a décidé d'être un hub pour l'Afrique, avec un certain nombre de leviers. Mais nous avons décidé, il y a 7 ans maintenant, 2009,
avec un de nos partenaires européens, qui est Grenoble École de Management, de nous mettre en alliance ensemble et de construire un réseau au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait, puisque le principe, ce n'est pas de dire on va ouvrir des campus avec du savoir-faire modélisé ailleurs, mais au contraire, construire à partir d'institutions existantes dans un certain nombre de pays, un réseau dans lequel on partage ensemble du savoir-faire et on sort de la matière à partir de là. Une école, qu'est-ce que c'est? Une école, c'est une institution qui a vocation à former des talents pour les entreprises. Et donc notre vrai marché, c'est l'entreprise. Sauf qu'en Afrique, il y a une spécificité. Nous ne sommes pas des business schools pour être des business schools. Nous sommes des schools for business, for society. Parce que les parties prenantes et la société, l'environnement dans lequel nous sommes en Afrique est extrêmement demandeur, a des attentes énormes à partir du moment où vous avez eu la chance d'accéder à de l'éducation à haut niveau et que vous avez formaté votre mindset pour pouvoir prendre des décisions et accompagner des entrepreneurs à développer leurs activités. Donc nous avons aujourd'hui un réseau d'institutions sur une dizaine de pays qui vont de Madagascar à Casablanca en passant par Tunis, Lomé, Cotonou, Douala et j'en passe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche en commun, on prend les meilleurs talents, on développe des programmes ensemble pour pouvoir les réinjecter dans des entreprises qui se multinationalisent en Afrique. L'Afrique, d'abord, c'est en fait, on peut avoir des regards différents, mais on est dans des Afriques. On est dans un pluralisme. Évidemment, on peut comparer l'Afrique ou son continent indien à la Chine, etc. Mais en réalité, nous sommes dans des Afriques. L'Est, le Sud, l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est la partie la moins intégrée économiquement. Il y a un taux d'intégration de pratiquement 3% en Afrique du Nord contre du 26% en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a cette spécificité, parce qu'on le regarde d'ici de Paris. Si on veut se poser la question, se former à l'Afrique, apprendre de l'Afrique, il faut commencer par développer un véritable sens de l'humilité. Être à même d'écouter ce qu'on peut apprendre de l'Afrique. Et le premier exercice, on le vit à Paris dans cette rencontre, où pour une fois, on parle d'Afrique-France. Parce que c'est 1 milliard et quelques face à 66 millions. Et le fait d'inverser, de se mettre Afrique-France, pour moi, c'est déjà un premier pas de fait. Le deuxième pas, c'est d'imaginer quelles sont les réalités de l'Afrique. Alors, moi, j'ai juste envie de dire, il faut que les hommes politiques et ceux qui prennent la parole de manière très aisée et qui parlent de la jeunesse en Afrique, comme si elle n'avait qu'une jeunesse, se rendent à l'évidence. La jeunesse en Afrique et les entrepreneurs en Afrique sont dans un environnement qui présente la spécificité suivante. Je la définis comme suit. Il n'y a de niveau d'opportunité immense que l'ampleur de l'hostilité de l'environnement dans lequel on entreprend. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opportunités parce que l'environnement est extrêmement hostile. Être entrepreneur en Afrique, c'est être un combattant désarmé face à toutes les hostilités. Et c'est la réalité. Tout, en fait. C'est la réalité. Vous êtes face à une administration qui comprend mais n'écoute pas. Vous êtes face à des gens qui vous disent oui mais ne font pas. Vous êtes face à des lois qu'on n'applique pas. Alors, et dire on va aller demander à des entrepreneurs d'entreprendre. Et donc la réalité, c'est qu'on est dans un environnement extrêmement hostile. Et donc quand vous êtes un serial entrepreneur, c'est oui, c'est comme une expression à retenir, un serial entrepreneur. Oui, comme M. Coulibaly, ben c'est quelque part, il y a une carapace qu'on a construite face à ces hostilités. Il a pris tellement de coups qu'il s'est dit, moi j'arrête pas, je continue. Parce que si je continue, j'arrête, je tombe. Donc je dois continuer. Et en réalité, les opportunités en Afrique sont immenses. Et je voudrais juste, dans cette première prise de parole, conclure sur un point fondamental. On s'intéresse à la jeunesse. Il faut qu'on arrête de tenir un langage irréel. Lorsque vous évaluez le capital immatériel d'une nation, les méthodologies montrent que c'est un différentiel entre la richesse globale d'un pays et les richesses naturelles. Et là-dedans, il y a le capital immatériel, il y a le capital humain. Alors on se dit, l'Afrique
a un capital humain exceptionnel, sa jeunesse. Mais non. Vous avez des jeunes illettrés, non éduqués, qui ne produisent pas de revenus. Vous prenez ça, vous le projetez sur 25 ans, vous ferez dans 25 ans un continent pauvre. Ce n'est pas possible. Il y a urgence à embarquer la jeunesse, à changer les stratégies de politique publique dans les régions et pas à l'échelle du continent, dans un certain nombre d'espaces, pour permettre d'embarquer ces jeunesses. Et si nous ne faisons pas ça, croyez-moi, l'Europe prendra des risques dans l'avenir. Et je ne suis pas en train de tenir un langage de dire faisons attention à l'immigration. J'ai été immigré moi-même longtemps en France et je ne suis absolument pas dans cet esprit de terre brûlée. Par contre, c'est dire qu'on doit faire du co-développement. On doit accompagner avec l'humilité pour changer les règles, améliorer la gouvernance, faciliter l'entrepreneuriat et permettre aux jeunes d'accéder. Merci. Firmin, vous n'êtes pas un serial entrepreneur. Par contre, voilà, apprendre de l'Afrique, on dit souvent que pour comprendre l'Afrique, il faut comprendre les cultures africaines. Donc effectivement, vous à l'UNESCO, c'est ce que vous faites au sein du groupe Afrique. Oui, bonjour. Ça marche? Oui, bonjour tout le monde. Oui, l'avantage de passer après en dernier, c'est de pouvoir capitaliser sur certaines idées qui ont déjà été avancées et puis rebondir. Et je m'attendais à ce que vous me disiez la culture, mais vous dites les cultures, en effet. Et donc ça ramène à ce que disaient mes deux intervenants ici, c'est il y a différentes Afriques. Je crois que ce n'est pas le moment de l'Afrique, c'est le moment d'une certaine Afrique. Dites-moi quel rapport il y a entre le Maroc, dont un roi va dans tout le continent africain, et la RCA. Ils ne vont jamais arriver au même moment, au même endroit, voilà, à moins qu'on ne prenne la fable de la tortue et du lièvre, mais je ne pense pas que la RCA, dans 25 ans, aura le même niveau de développement que le Maroc. Et le Maroc fait partie de l'Afrique, on l'oublie souvent. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi donc avoir cette humilité de penser que dans toute cette Afrique diverse que l'on présente comme une, il y a tellement de réalités, positives d'ailleurs, hein, positives puisqu'elle avance, mais il y a aussi des réalités qui, par la faute des Africains eux-mêmes, il y a des réalités qui n'avancent pas. Toute la jeunesse dont on parle ici, toute cette jeunesse, ce n'est pas seulement la faute de l'éducation, ce n'est pas la faute de manque d'école. Il y a un système qui les maintient dans un système, d'ailleurs, dans des modèles de société, des modèles de chefs, pour lesquels ils se complaisent dans ces modèles et ils ne saisissent pas la montagne d'opportunités dont parlait mon voisin ici. Ça, c'est un point. La deuxième chose, pour revenir à ce qu'est l'UNESCO, hein, éducation, formation, et en effet, s'il faut investir dans la formation, il faut investir là où les opportunités de convertir ces formations en choix d'abord, donc laisser le choix, sont présentes. Et je dirais autre chose aussi. Dans ce panorama africain, je crois qu'il faut favoriser, il faut créer des pôles de croissance. On en parlait encore il y a 15-20 ans. Des pays qui forment des pôles de croissance qui attirent les autres. Ce n'est pas la Chine, le pôle qui doit attirer. Ce n'est pas l'Inde qui doit attirer l'Afrique. C'est les pays africains. Nous savons qui ils sont, ces pays. Quand on parle de 5% de croissance, c'est 10 ou 12 pays qui font les 5% de croissance, hein, en général. Ce n'est pas plus. Je crois que l'illusion, et là je termine, l'illusion d'une Afrique unie de Kwame Nkrumah, malheureusement, elle n'existe plus. L'Union africaine en est l'exemple le plus patent. J'ai été représentant de l'UNESCO près de l'Union africaine. J'ai jamais vu nos chefs d'État se mettre d'accord sur quelque chose, sur une politique. Oui, se mettre d'accord sur des déclarations, et puis qui ne sont pas suivies Donc, je crois qu'il y a, pour les partenaires qui sont de l'extérieur, il faut voir l'Afrique dans toute sa diversité. Et puisqu'on parle des cultures, il faut voir l'Afrique dans toute la multiplicité des cultures qu'elle représente. Je viens tout juste d'une conférence à l'UNESCO où nous avons ce grand projet d'histoire générale de l'Afrique, parce que ça manque aussi, hein, de se connaître soi-même, connaître sa propre culture, sa propre histoire. Ça fait 35 ans que l'UNESCO promeut. J'espère que vous enseignez l'histoire générale de l'Afrique dans votre centre de formation. Voilà.
C'est connaître d'abord l'Afrique, connaître sa propre histoire, et surtout pour les jeunes, et se projeter sur l'avenir. Et aujourd'hui, on a formé une coalition des artistes, et là c'est le Mali, des artistes africains, pour soutenir justement l'histoire de l'Afrique, pour la diffuser, parce que malheureusement, comme me disait un jeune artiste qui était dans la salle, les jeunes d'aujourd'hui manquent de repères. Leur repère, c'est la Chine, le repère, c'est le Canada, le repère, c'est les États-Unis. Il manque des repères en Afrique, et je crois que c'est ça qu'il faut rattraper. Merci. Pourtant, effectivement, il y en a beaucoup. On parlait de modèles, effectivement, Monsieur Boileau, pour en revenir avec vous. Vous disiez effectivement dans des précédents propos que donc l'Afrique est en situation de pré-émergence, donc ce qui tend à dire qu'elle sera émergente, en tout cas on l'espère, puisqu'elle est dans ce tournant-là, en ce moment, pour reprendre ce que vous dites tout le monde, mais effectivement à condition d'adapter ses propres modèles. Alors je vais juste prendre un exemple, par exemple la Côte d'Ivoire, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du pays, même si le projet est débattu, le fait est qu'aujourd'hui ils sont en train de mettre en place un Sénat qui s'inspire justement des traditions, puisqu'il intègre les chefs et rois, donc la chefferie traditionnelle. Est-ce que ça aussi, dans la sphère politique aujourd'hui, l'Afrique est terre d'innovation, et est-ce qu'elle doit justement innover dans ce domaine-là et pas dupliquer des modèles qui sont peu adaptés, ça aujourd'hui, on le sait. Je vous parlais de l'exemple de Centrafrique. Alors moi, je ne sais pas si la Centrafrique est à 2 siècles du Maroc. L'expérience en économiste, c'est que vous avez parfois des raccourcis saisissants. Et que je vous suggère de rester très modeste. Je prends l'exemple du Rwanda. Rwanda, il n'y a pas si longtemps, c'était quand même la terre brûlée du monde. Aujourd'hui, c'est le Skyrock, l'exemple de tout le monde. Et je dois vous dire que j'utilise les mêmes méthodes que ce que j'ai pu faire en Chine, en Inde. Comme je vous le disais, je vais sur le terrain, parce que c'est là que vous sentez qu'il y a des choses qui se passent. C'est des signes annonciateurs. Si vous restez derrière votre Internet, votre Facebook, etc., vous avez 10 ans de retard sur les réelles évolutions, et vous le savez mieux que moi, en tant qu'industriel, vous êtes à peu près 10 ans en avance dans votre... vous savez où vous allez, longtemps en avance. Je reviens à la question de la Centrafrique, parce qu'elle me paraît très importante et révélatrice de l'ensemble africain. Je disais que l'Afrique c'est le moment, et je dis bien l'Afrique, vous m'excuserez, il y a peut-être des Afriques, mais il y a des Indes, et croyez-moi, en ce moment, pour ceux qui sont un peu attentifs à ce qui se passe en Inde, vous avez des millions de gens qui pleurent une personne qui s'appelle Jaya Lalita, qui était une dirigeante absolument remarquable du sud de l'Inde. Personne n'en a entendu parler, c'est pas un problème, mais c'est le sud de l'Inde, Tamil Nadu. Personne n'a entendu parler de Tamoul. Eh ben en Inde, au Tamil Nadu, si vous y allez et que vous voulez parler le hindi, je peux vous dire que personne quasiment vous entend. Donc en Inde, il y a une très grande diversité de religions, de castes, etc. La Chine, je veux bien. J'ai appris le mandarin, je n'ai pas appris le chinois, ça n'existe pas le chinois. Vous savez, ça n'existe pas. Et quand, avec mon mandarin, je rentre, après avoir travaillé pendant 2 ans, mon mandarin en 83, à l'INALCO, par Hong Kong, et que je passe 1 mois dans le sud de la Chine, et personne ne me comprend, je peux vous dire que j'ai eu la bonne leçon pour la vie, que la diversité chinoise est beaucoup plus importante que vous ne le pensez, que nous le pensons. Et quand on dit les Chinois en Afrique, excusez-moi, je ne connais pas de Chinois en Afrique. Car vous avez des gens du Jiangsu, vous avez des gens du Liaoning, vous avez des gens du Sud, vous avez des Chinois de Singapour, etc. Et qu'ils parlent des langues différentes, ils ont des traditions différentes. La particularité de l'Afrique, je reviens à votre question, et je reviens à mon thème, continent du 21e siècle, l'Afrique donc n'existe pas, parce que l'Afrique n'a jamais existé en tant que pays unifié. Et donc elle a hérité, c'est vrai, d'une histoire extrêmement complexe, et elle doit assumer cette histoire-là. Je reviens à la question donc de la Centrafrique, parce que c'est révélateur. Tout le monde a entendu parler de ces morts, de ces guerres civiles, etc. Nous sommes en train de discuter avec le président du Sénat et avec un certain... Je suis économiste, mais j'ai aussi une formation en sciences politiques, et on voit bien que ce n'est pas les entrepreneurs qui manquent en Centrafrique, comme je vous l'ai dit, nous en avons des dizaines de milliers, tout simplement pour une raison simple, 99% des... Alors c'est peut-être pas des entrepreneurs, mais 99% de la vie de tous les jours des Centrafricains, elle vient du monde de l'entreprise de terrain. Car la première chose qui frappe quand on descend de l'aéroport, c'est le camp des réfugiés.
Et puis la deuxième qui frappe, c'est des milliers, des shops d'entreprises, etc., qui permettent aux Centrafricains de vivre. Où il est le problème? Et le problème, il est dans l'innovation politique. Il va falloir bien que la Centrafrique, et c'est vrai de beaucoup de pays africains, mais même au Mali, hein, nous avons enquêté sur la question politique du Mali. Si le Mali est en guerre, dans les faits, ce n'est pas parce que c'est tombé du ciel, c'est parce que nous n'avons pas trouvé au Mali, je dis bien nous, parce que nous sommes partie prenante, bien sûr, d'une équation politique, d'un modèle politique qui permette de faire coexister de façon bien heureuse, avec un jeu gagnant-gagnant, des ethnies, des religions, des gens qui ont une histoire différente. Ce qui m'a frappé, là, en travaillant avec un politologue africain, c'est qu'il y avait une diversité comme je n'avais jamais vue. J'ai parlé de la diversité chinoise et indienne, mais là, on parle de 1500 ethnies. Dans un pays comme la Centrafrique, si j'ose parler d'un pays, vous avez une trentaine d'ethnies. Et comme les modèles politiques n'existent pas, parce que la Terre n'a pas su concevoir des modèles politiques démocratiques à une telle échelle de diversité. On connaissait la solution impériale, on ne connaissait pas. Eh bien, n'existe plus à l'époque contemporaine. Oui, tout à fait. Pour l'exemple du Mali, par exemple, c'est effectivement une des constitutions les plus anciennes. Monsieur Koulibaly, je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'était la solution empire. Vous comprenez bien, le problème en Afrique, c'était les empires qui ont été les moments phares dans la Renaissance, dans la prospérité. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a une demande de démocratie de tout le monde, on est bien d'accord. Et donc, avec nos responsables de Centrafrique, nous réfléchissons à une solution tout à fait originale. C'est ce qu'on appelle une innovation politique, tirée de l'exemple suisse en particulier. C'est-à-dire cette idée de mettre en place des confédérations. On n'est pas dans l'économique, là, mais on sait que la vie économique et l'économie africaine, les économies africaines ne pourront prospérer véritablement que lorsque, comme vous l'avez dit, des administrations existeront, c'est-à-dire des États stables existeront, donc des solutions politiques existeront. Et donc il faut que dans ce domaine-là, en Afrique, il y ait des capacités d'innovation politique. La notion de confédération à la Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez de très très près, est tout à fait adaptée à la coexistence démocratique d'ensembles qui sont relativement différenciés. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que depuis, en gros, les indépendances, on a essayé de vendre à l'Afrique des modèles dits démocratiques occidentaux. C'est la raison pour laquelle je dis que l'Afrique n'a rien à apprendre des Occidentaux. Rien à apprendre. Parce qu'elle hérite d'une situation qui est unique, qui n'existait pas dans l'histoire. Et deuxièmement, parce qu'elle est au moment des nouvelles technologies, celle qui va être la pionnière de ces nouvelles technologies. Ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Chinois fatigués de la vie qui vont être porteurs des innovations. Alors justement, Tami. Oui. Vous qui formez les jeunes de demain. Oui. Alors, en fait, prenons le temps d'apprendre de l'Afrique. Si les grands groupes et les PME en Europe changeaient de paradigme et se disaient il y a des opportunités en Afrique, comment est-ce qu'on peut saisir ces opportunités en Afrique dans un renouveau de relations, dans une autre posture, et c'est extrêmement important. Eh bien, croyez-moi, on va arriver à des choses fantastiques. J'ai eu le patron de l'innovation d'une grande entreprise du CAC 40, présente dans 180 pays dans le monde, qui m'a fait appeler par quelqu'un il y a 3-4 ans pour demander à ce que je le reçoive à SK Econ Management à Casablanca. Alors j'ai simplement répondu en disant, je ne sais pas quel est le sujet, mais il y a certainement des gens mieux que moi qui peuvent recevoir cette personne, qui seront plus alertes en fonction du sujet. Et j'ai eu quelques coups de fil, comme ça se passe dans nos sociétés, c'est par recommandation pour que je le reçoive moi-même. Et croyez-moi, je n'ai pas regretté, parce que ce monsieur était un peu atypique, il dirigeait 2 labos de recherche et d'innovation pour une grande firme industrielle, et il est venu m'expliquer d'abord que lui avait quitté l'école à 16 ans, et que depuis, il a été formé par la vie et formé en faisant de la formation continue et a obtenu les diplômes les plus élevés qu'on pouvait obtenir en France, jusqu'au diplôme d'ingénieur, etc. Et que le fait qu'il n'ait pas été scolarisé normalement, ça lui a permis d'être un spécialiste de l'innovation dans son environnement. Et il m'a ensuite dit, nous avons choisi, parce que nous croyons que les gisements de croissance sont en Afrique et en Inde, nous avons choisi de faire une opération pilote avec vos étudiants et vos profs pour l'Afrique.
et avec une institution à Delhi pour l'Inde. Et en fait, la préoccupation est très simple. Il dit, moi, notre produit, on sait le fabriquer industriellement, on sait le maintenir, on sait le transporter dans des règles de sécurité, on sait le vendre, mais il y a un truc bizarre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens en Afrique et en Inde qui utilisent ce type de produits industriels, mais complètement différemment des règles classiques que nous avons et des prototypes industriels et des process les plus classiques. Et donc, on a besoin de nous allier à vous pour décrypter comment des gars dans le Moyen Atlas au Maroc, dans des endroits reculés, qui est la vraie Afrique pour moi, et sont capables d'utiliser, trouver ces produits, trouver des solutions, et acheter nos produits, les utiliser, etc. Et donc on a mené des études ensemble, et ça a donné comme résultat l'ouverture de lignes de production supplémentaires dans leurs unités industrielles à Casablanca pour adresser le marché, qui est un marché auquel ils ne s'adressaient pas avant. Parce que tout simplement, en Afrique, on est partout dans la débrouille. Et donc, l'innovation, comme vous le disiez, Monsieur Coulibaly, elle doit être en Afrique dans toutes les chaînes, de bas en haut et de haut en bas. Elle doit toucher des dirigeants des nations et des pays jusqu'au dernier petit entrepreneur, jusqu'au transporteur, jusqu'à la moto-taxi, j'ai envie de dire. Et si on innove dans nos process, si on innove, eh bien, on va pouvoir adresser... Je vais conclure sur un point. C'est que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, on met sous la bannière d'entrepreneuriat en Afrique la logique de social business et d'entrepreneuriat social. C'est très bien. Mais ne cantonnons pas nos sociétés à une autre forme d'aide et de soutien qui est basé sur l'entrepreneuriat social. On a besoin d'entrepreneuriat social. Mais je crois que le plus grand des besoins et les plus belles des énergies doivent s'exprimer dans l'entrepreneuriat d'opportunité, où il y a des vrais marchés, où il y a des vrais besoins, où il y a une nécessité de se creuser la tête pour comprendre sociétalement, anthropologiquement, humainement comment les groupes fonctionnent et comprendre comment on y répond dans les meilleures conditions. Justement, l'art de la débrouille. Monsieur Coulibaly, justement, ces entrepreneurs africains, au Mali comme ailleurs, qui aujourd'hui quand même ont révélé une capacité de résilience et d'adaptation incroyable, parce qu'ils travaillent quand même dans des écosystèmes qui sont extrêmement complexes à plus d'un titre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux justement en Europe, où effectivement aujourd'hui, malheureusement, on doit apprendre à faire plus avec moins? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique dans cette nouvelle manière de faire des affaires finalement? Je pense qu'il faut d'abord camper les choses. J'ai entendu plein de choses ici. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique? C'est la même chose qu'on apprend de l'Europe, qu'on apprend des Amériques. C'est la même chose. Nous sommes dans un monde mondialisé. Nous sommes dans un monde virtuel où les jeunes Africains sont en contact avec les jeunes Américains, avec les jeunes Européens. Il y a une interconnectivité aujourd'hui, un langage universel que les jeunes utilisent aujourd'hui, qu'on ne peut même plus savoir qu'est-ce qu'on a appris à droite, à gauche. Le monde de demain, c'est ça. Et ce qui nous attend à la gare, le train qui nous attend à la gare, tout de suite, c'est le train virtuel. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle où l'Angleterre avait inventé le moteur à explosion, qui avait la seule technologie et que personne d'autre n'avait pas accès à cela. Aujourd'hui, tout le monde a accès au monde virtuel, au monde de la technologie, au monde universel. C'est ça, demain. Il faut que les entrepreneurs saisissent cela pour se dire que le monde bouge, l'économie bouge, l'entreprise bouge, les moyens de production aussi bougent. Il faut bouger avec le monde. Malheureusement, ce n'est pas propre à l'Afrique. Même dans cette salle, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, il y a des gens qui bougent, qui peuvent bouger mais qui ne bougent pas. On a suivi. Vous voyez, donc,
le monde de demain, qu'on soit africain, qu'on soit européen et autres, il faut bouger, il faut aller vers ce train numérique qui nous attend, le train virtuel qui nous attend pour pouvoir innover et être créatif. Le jeune Africain est très créatif parce que c'est un moyen qu'il a. Le manque de moyens est un moyen pour nous parce qu'il faut être créatif, il faut être innovant. Si demain, il y a une bombe atomique qui saute sur la planète, le seul survivant, ce sera un Africain. Firmin, justement, c'est à vous qu'on va demander de conclure, parce qu'effectivement, voilà, on a beaucoup parlé d'innovation et de culture. C'était la prémonition, si vous avez tous vu le film 2012, qui a annoncé la fin du monde et qui se référait à une tradition des peuples incas. Et à la fin, vous voyez bien que le bateau, après ce tsunami mondial, tout à coup, les survivants, ils débarquent sur une plage, et c'était en Afrique du Sud. Et c'était le seul îlot qui était resté sur la surface, et ils ont reconstruit le monde à partir de là. C'est un peu le retour au berceau de l'humanité. Retourner en Afrique du Sud alors, c'est ça? Bon, on le réclame aujourd'hui, l'Afrique en berceau de l'humanité. Mais pour revenir à la question de fond, apprendre de l'Afrique, je pense que sans aller dans toutes les analyses qui n'arrêtent pas sur l'Afrique, d'ailleurs, depuis les années 60, depuis René Dumont, aujourd'hui on a tout un groupe d'intellectuels africains. Ils sont tous trompés ou presque. Hein. Oui, disons que... alors peut-être on se trompe nous ici. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que quand tous les experts sont d'accord, il n'est pas rare qu'ils se trompent. Voilà, donc ne nous prenez pas pour vérité ce qu'on dit ici, mais enfin, pour dire simplement que il y a maintenant, à la différence d'il y a, je sais pas, il y a 20 ans, une quinzaine d'années, on a des groupes d'intellectuels, d'Africains qui pensent l'Afrique, qui pensent prospective, comme le disait le premier intervenant, qui pensent stratégie pour l'Afrique. Ils sont réunis il n'y a pas longtemps d'ailleurs à Dakar, les penseurs intellectuels africains, Akil Bembe et j'en cite tant d'autres. Aujourd'hui, on a des intellectuels qui osent remettre en question les modèles économiques que nous connaissons, en parenthèse, le franc CFA par exemple pour les pays francophones. Ils osent le dire. Donc je crois que c'est ça, c'est cette Afrique-là qu'il faut stimuler, c'est cette Afrique-là, c'est de cette Afrique-là que nous devons apprendre. Il n'y a plus de secret pour l'Afrique, pour les Africains. Aujourd'hui, les Africains sont capables de penser, d'agir, et bien qu'ils agissent et qu'ils pensent. Mais donnez-leur la parole, voilà. Merci. Tami, tu voulais ajouter un mot? Oui, deux idées très brèves. La première, c'est que dans la géopolitique africaine, par rapport à la vitesse à laquelle va le Maroc, et je suis d'accord, le Rwanda a fait des bons magnifiques, il ne faut jamais dire que nous n'aurions pas des surprises. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que le Maroc a besoin que les autres autour en Afrique se développent. Et on n'a pas besoin d'avoir un pays laissé pour compte. Et donc, quand j'entends Lionel Senzou ce matin parler du Maroc qui rentre dans des chaînes de valeur mondiales dans certaines industries, croyez-moi que la stratégie du Maroc, c'est d'intégrer à son sud tous les projets possibles en Afrique subsaharienne dans ces chaînes de valeur, à des rythmes différents. Mais nous ne pourrons pas continuer à développer tout seul dans notre coin, ça ne peut se faire qu'avec les autres. Dernière idée, et ça sera ma conclusion, nous avons besoin, compte tenu de la jeunesse et des besoins et de la progression démographique en Afrique, de créer pour les 10 prochaines années quelque chose comme 100 millions d'emplois à l'échelle du continent. Donc on a besoin d'entrepreneurs. Ça ne peut se faire que par des entrepreneurs et des entrepreneurs sans eux. Parce que la femme joue un rôle fondamental en Afrique. Et donc, pour cela, on a besoin de 10 millions. Pour faire 100 millions d'emplois, on a globalement besoin à la louche de 10 millions de managers. Et on a besoin de 1 million de top managers et de visionnaires comme M. Koulibaly. Et donc, lâchons les énergies, faisons des erreurs dans ce qu'on peut faire dans nos environnements, on en récoltera forcément quelque chose de positif. Monsieur Koulibaly, vous avez vu votre défi. Le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, ce sera tout simplement dire aux uns aux autres que l'Europe ne va jamais cavaler sur l'Afrique. Il a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de l'Europe. Pourquoi?
dans 15 ans, en 2030, nous sommes en 2015, 80% de la jeunesse mondiale serait africaine. Il faut que les Africains prennent cela en compte, exploiter ce créneau. Et cela est nécessaire et pour l'Europe et pour l'Afrique. Il faut que certains pays européens comme la France acceptent de s'asseoir sur la table et de se parler, de se dire la vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler avec un certain nombre de pays européens comme la France. Dès qu'on parle de situations économiques et autres, dès qu'on les traite de colonialistes, c'est fini, ils ne parlent plus. Il faut qu'ils s'assument que c'était une époque de l'évolution entre l'Afrique et l'Europe. Il faut accepter, vous avez fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Il faut qu'on se dise la vérité et on avance. Et cela est nécessaire. L'Europe a beau faire, ça ne marchera pas sans l'Afrique. Et l'Afrique aussi a besoin de l'Europe. Il n'y a que 25 km qui séparent l'Europe de l'Afrique, le détroit de Gibraltar. Vous ne pouvez pas avancer sans nous. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a développé une formule mathématique au Mali qui n'est pas encore terminée. Et ce modèle mathématique dit, on n'a pas encore terminé nos études. Si le Mali fait 10% de croissance, la France fera 1% de croissance. C'est déjà pas mal. Donc, on a besoin des uns des autres en intégrant toutes les économies. Je vous remercie. Oui. Juste un proverbe, et une maxime plus exactement, qui est africaine. Tu vois le sable, crois-tu que la mer soit proche? Vous qui êtes du côté du Sahara, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Ça va être très long. Ça va être très long, le développement de l'Afrique. On peut être optimiste, on peut être confiant plus exactement, mais ça va mettre beaucoup de temps, ne serait-ce que par la loi du nombre. Vous ne passez pas de 1 milliard à 3, voire 4 milliards d'habitants, parce que c'est bien ça qui est le défi du siècle. Et deuxièmement, pour bien connaître la Chine et l'Inde, arrêtez de parler de l'Europe. L'Europe n'est pas sur la... C'est bien qu'on ait cette réunion à Paris, mais nous sommes hors jeu complètement. 50% de la population de l'Europe a plus de 50 ans. Et il faut donc aller à la gare du Nord pour voir aujourd'hui cette nouvelle Europe. D'accord? Donc l'Afrique, bah oui. Donc arrêtez de dire que c'est en Afrique que les choses se passent. C'est là que je passe 80% de mon temps. C'est là qu'on en a une vision différente. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le titre de cette table ronde. Pour voyager en Afrique, il faut apprendre l'Afrique, les langues de l'Afrique. Les grandes langues de l'Afrique, c'est pas l'anglais et le français, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous le savez mieux que moi. C'est le swahili en Afrique de l'Est, c'est etc., etc. Et une fois que vous y êtes, vous êtes dans un univers qui invente ses propres règles. Et je disagree de you, parce que je ne pense pas que c'est les mêmes technologies qui, à l'échelle planétaire, règnent. C'est pas parce qu'on a un smartphone que ce smartphone est utilisé de la même façon. On voit bien qu'en Afrique, on a complètement réinventé les usages du smartphone, n'est-ce pas? Et qu'on est très loin d'avoir fini avec cela. Même chose pour les biotechnologies. On sait bien que le 21e siècle est une... On parle que des technologies de l'information, pas du tout. Les biotechnologies, on voit bien qu'elles vont révolutionner la question de la santé, la question agricole. Et comme c'est l'Afrique qui va passer à 3-4 milliards d'habitants, c'est elle qui va s'emparer de ça. Donc oubliez l'Europe. À l'Europe de savoir que l'Afrique existe, à l'Europe de croire et d'investir, et au lieu d'en avoir peur, de se poser la question, est-ce qu'elle est bien partie, est-ce qu'elle n'est pas bien partie, et puis est-ce qu'ils ne vont pas envahir nos banlieues? C'est leurs affaires. Je sais pas, je suis né en France, j'ai un passeport français, mais ce n'est pas mes affaires, la France. Ce qui m'intéresse, c'est le monde. Et de ce point de vue-là, c'est un continent majeur qui se développe, et il se développe quand même. Ça, c'est évident. Il se développe rapidement, d'ailleurs. Mais la marée... Hein, tu vois le sable?
Crois-tu que la mer soit proche? Non, elle n'est pas proche. Il faut retrousser les manches et il faut bosser. Merci de nous avoir suivis. Merci à chacun des intervenants. Et encore une fois, si on doit retenir un mot, pour moi, serial entrepreneur. Bon après-midi.